Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on a tous été bercés dans notre enfance par des histoires telles que Les Mille et Une Nuits, Ali Baba et les 40 voleurs. Oui, Ali Voleur et les 40 babas de nos jours, hein, plutôt. Oui, t'as raison. Etc., etc. Des histoires qui ont été bien exploitées d'ailleurs par le cinéma américain, Sherazade, etc. Et même par Walt Disney. Et je pense à une chose, pour une société occidentale où tout est pratiquement politiquement incorrect, ce genre d'histoires, qui sont largement teintées de la culture musulmane, véhiculent des concepts totalement bannis par la société moderne, tels que la polygamie par exemple, ou une certaine position de la femme dans la société. Sans compter que dans l'inconscient collectif, on associe souvent des pratiques telles que la castration des gardiens, par exemple, des harems des Mille et Une Nuits, à l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Tout comme l'excision d'ailleurs. Hein, on a l'impression que l'excision, c'est une pratique de l'islam, alors que c'est totalement faux. Bref, je pensais à cela parce qu'il y a un auditeur qui, suite à l'audio Le peine de mort, il suggérait de lutter contre la pédophilie en pratiquant la castration. Que penses-tu de tout cela ? C'est très compliqué à donner une explication qui va satisfaire tout un chacun. La castration sur les problèmes de pédophilie existe déjà, et puis c'est pas d'aujourd'hui, mais ça n'a jamais, enfin, ça n'a apparemment pas donné de résultats extraordinaires. Alors la castration dans les pays où on fabriquait des eunuques pour faire des gardiens de harem, c'est des castrations qui se faisaient très très jeunes, avant qu'il y ait eu une impulsion quelconque. Autrement, elle est enregistrée après dans le psychisme du personnage, et puis il y a toujours un méli-mélo après qui est difficile à résoudre. Donc ça se faisait de cette manière-là. À présent, est-ce que c'est en règle avec l'islam ou pas? Je peux pas te répondre vraiment. Je sais que ça existait, même dans le monde chrétien, dans le sens qu'ils ont fait des chanteurs à voix très élevée. Oui. Les castrats. Voilà, l'excision a eu lieu aussi en Afrique passablement. La polygamie, on sait. À présent, il y a eu aussi la polyandrie, c'est-à-dire que il y a des pays où c'est la femme qui a épousé plusieurs maris. Dans le sens matriarcal. C'est-à-dire que elle épousait, quand elle épousait un homme, elle épousait tous ses frères. Ah oui, d'accord. Voilà, mais après, pour comprendre quelque chose à tout cet ensemble de choses, indépendamment de la castration pour la pédophilie, pour comprendre quelque chose là-dessus, il faut pénétrer vraiment à fond les traditions dans lesquelles ces choses-là étaient pratiquées, pas dans la dégénérescence, mais avant de dégénérer. Parce qu'il n'y a rien qui est fait sans raison, qui n'amène pas peut-être ça choque certainement. Il est vrai qu'on a de la peine à entrer dans ce genre de considération, mais après il faut voir qu'est-ce qui est proposé, quelle est la résultante exacte de tout ça. On sait très bien que dans un domaine où l'homme se trouve en train de chercher à pénétrer en quelque sorte sa propre origine, donc essayer de retrouver le but réel de son existence, les problèmes tels que les problèmes sexuels sont quelque chose qui sont un handicap qui n'est pas facile à surmonter. Ça s'est vu dans les monastères où les gens les personnages dans une abstinence à ces sujets-là sombrent facilement, sauf quelques exceptions, etc., etc. Donc est-ce qu'ils avaient trouvé une possibilité là... Tu veux dire que ça justifierait la pédophilie ambiante qu'il y a dans certains milieux religieux? Ça justifie rien du tout, ça justifie strictement rien. Ça veut simplement dire que est-ce que dans tel cadre ou tel autre, un acte de cet ordre entre dans une possibilité agréée par un milieu traditionnel conforme. À présent qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on veut comprendre avec tout le bagage qu'on a soi-même, surtout dans cette société moderne,
qui de toute façon n'a plus rien qui permet de comprendre quoi que ce soit qui dépasse le côté rationnel ou sentimentaliste. Donc Oui, c'est difficile. dans les sociétés occidentales, on pratique, comment dire, la castration chimique, c'est pas mieux. Non, je dis pas qu'il y a un truc qui est mieux ou qui est moins bien. C'est certainement moins bien dans le sens que le but de la castration ici consisterait à empêcher de nuire certains personnages à l'égard des enfants. Ça se justifie parfaitement bien. Parce que comment faire pour empêcher de nuire? On est bien obligé de trouver un processus. C'est pas possible, tu peux pas laisser ça aller comme ça à volo, et puis advienne que pourra. On voit bien la possibilité. Après, dans quelle mesure ça part dans les décors, on connaît le monde actuel pour savoir que de toute façon, il n'y a pas un truc qui ne tourne pas en bourrique à un moment donné. Mais pour en revenir au monde traditionnel, savoir exactement où se situent ces choses-là, il faut pénétrer à cœur la tradition avec tout ça pour comprendre que ces mœurs peuvent avoir une valeur, mais il faut aller au-delà de la dégénérescence qui a pu se former à partir d'un certain moment dans l'histoire. Il faut faire attention, c'est un peu comme l'histoire des idoles par rapport à des statuaires qui tout d'un coup ont été bannis comme dans l'islam, mais avant d'être bannis, il y a eu une période où elles avaient leur signification qui était parfaitement valide. Ensuite de ça, il y a eu une dégradation de l'intelligence humaine, on peut dire, ou de la compréhension des choses, et il y a eu une inversion. On a pris ces significations et ces symboles pour la réalité symbolisée dans le direct, c'est-à-dire qu'on a pris cette idole pour Dieu. Donc à partir de là, évidemment, il faut les enlever, puisque ça n'est pas ça. On ne peut pas remettre la signification d'origine, puisqu'on a réussi à la perdre. Si on a réussi à la perdre, c'est qu'on n'a plus donc les outils nécessaires pour saisir ça, sauf des personnages exceptionnellement qui pour eux c'est pas un problème. Mais je veux dire, dans un ensemble de sociétés, on est obligé de tenir compte de tout un mouvement de masse qui existe et qu'on ne peut pas changer ça. Donc on enlève tout ça pour faire place à autre chose. Alors il faudrait voir à l'époque où ces mœurs, telles que les eunuques dans des harems, tels que les harems d'ailleurs, à quel moment est-ce que c'était, comment c'était, quand c'était tout à fait conforme. Je sais que, tu vois, il faudrait remonter, par exemple, à l'époque de Salomon, où il avait 800 femmes et concubines. Je pense que ça commence à faire du monde. Mais ce que je sais, c'est qu'à quelque part, moi j'ai posé la question à certaines femmes, est-ce qu'elles préféraient être une des 800 à Salomon ou bien la seule et unique à Tartampion? En principe, ça pose un litige parce que il y a des dimensions là qui échappent, etc. Alors, enlever toutes les idées reçues, aussi bien dans un sens que dans un autre, puis essayer de retrouver la position exacte de tout ça. Par exemple, dans le cadre d'un harem, un bonhomme à l'époque où le harem avait sa justification totale, c'est qu'il avait une dimension qui lui permettait d'amener toutes ces femmes avec lui au paradis. Dans le sens que non seulement ils devaient subvenir à leurs besoins terrestres, mais ils devaient subvenir à leurs besoins qui correspondent à la réalisation de leur personnage de manière à pouvoir continuer la route ensemble. Ça, je sais que les choses devaient se passer comme ça. C'était pas une marchandise qu'on achetait parce qu'on avait les moyens, puis qui nous plaisait, qui était là simplement pour nous distraire. Ça, c'est devenu ça, c'est actuellement ça, certainement, dans bien des cas, dans la majorité des cas, parce qu'actuellement, il suffit d'être assez aisé sur le plan financier pour se permettre de pouvoir acheter, je pense, des femmes, et puis tous les parents avec, et tout ce qu'on veut, puisque le fric est devenu le dieu moderne. Donc on ne peut pas faire des comparatifs de cet ordre-là pour comprendre quelque chose. Il faut aller au-delà, donc aller voir comment c'était quand c'était pas simplement une question d'argent qui déterminait cette possibilité-là. C'est pas que l'argent ne rentrait pas en ligne de compte à un moment donné, puisqu'il faut, dans les mœurs
de l'islam, l'homme il devait subvenir aux besoins de sa femme, donc à partir de là, c'est de ses femmes. Actuellement, il y a plein de gens riches qui peuvent le faire. Donc, ils sont en règle à ce niveau-là, mais cette règle-là, elle n'est pas suffisante. Elle est suffisante en apparence, c'est la surface des choses, mais en réalité, l'homme, il doit avoir une dimension qui lui permet de donner à ses femmes autre chose encore que simplement satisfaire leurs besoins matériels. Ça, c'est à la portée de n'importe quel piquelier qui a un peu d'argent, qui peut l'avoir hérité, volé, peu importe. Là, on ne rentre plus dans des considérations qui ont une réelle valeur. Alors oui, ce que je voulais poser comme question, c'est comment ça se fait que la société occidentale, elle ait intégré ce genre d'histoire, hein, de ce genre, sans que ça lui pose problème, là, d'un coup? Il faut dire qu'il y a une teneur là-dedans, dans les 1001 nuits, il y a une teneur. On n'est pas en train de sombrer dans je ne sais pas quelle histoire. Donc, à partir de là, si on ne comprend pas le tout, on peut considérer qu'il s'agit de mœurs qui nous sont étrangères, mais on voit bien qu'il y a une tenue là-dedans qui est absolument impeccable, et qui est très difficile à... Tu crois qu'ils ont été sensibles à ça? On ne peut pas ne pas l'être à un moment donné sensible. Après, il y a tous les bigots et tous les chercheurs de poux parmi la paille qui, eux, trouvent toujours l'emplacement pour mettre le doigt où ça blesse, mais j'entends, on ne peut rien faire la compte, on ne peut pas changer l'histoire. Hein. C'est comme dans les animaux, il y a des beaux animaux, puis il y a les rats, mais qu'est-ce qu'on veut faire? De toute manière, on peut leur présenter n'importe quoi, de toute façon, ça sera toujours pourri par quelque part. Voilà, et là, les mouvements féministes ont amené à des aberrations qui sont 100 fois supérieures au fait de la polygamie. Voilà, je vous rentrais dans cette... De toute manière, la société occidentale, elle n'a aucune leçon à donner, parce que les choses se font de manière tacite, de manière cachée. Quel est l'homme qui n'a pas une maîtresse, ou quelle est la femme qui n'a pas un amant, etc. Donc, je veux dire... ils ont aucun, enfin, il y a aucun... mais je te dis, là, on rentre dans un domaine qui est sans intérêt. On est dans une confiture. On voulait parler de savoir ce qu'est la polygamie. J'ai dit, la polygamie, c'est quelque chose, en tout cas, de toute façon, où l'homme se doit d'amener ses compagnes au bout du chemin. Et il se doit d'être à la hauteur de sa tâche. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une signification qu'il faut essayer de saisir. Et puis voilà, donc c'est pour ça que quand je parlais de ces 800 à Salomon, une femme qui est à peu près, qui tient un peu sur ses pieds ou qui cherche à comprendre quelle est sa raison d'être, si elle sait qu'en étant une des 800 à Salomon, elle va trouver sa véritable raison d'être. Et donc elle va réaliser ce qu'elle est véritablement, sans qu'il y ait de souillure. Inévitablement, à ce niveau-là, elle préférera ça que d'avoir passé sa vie avec un seul et unique lascar qui, de toute façon, ne l'amène nulle part. J'entends, il n'y a pas besoin d'avoir fait je sais pas quoi, hein. Pour comprendre ça. Ça pourrait d'ailleurs être égal dans l'autre sens. Si on veut parler de la polyandrie, si une femme est capable, de par sa personnalité, d'élever le bonhomme au niveau où il doit être, parce qu'elle le force, une femme, elle a ce pouvoir de pousser dans une direction. Et elle arrive fort bien à obliger un bonhomme à se tenir correctement, donc jusqu'au bout. C'est pareil qu'une correction de politesse ou d'attitude extérieure, et ça peut aller en profondeur. Sauf que dans l'islam, la polyandrie n'est pas admise. Oui, non, ben dans l'islam c'est possible, mais il y a d'autres traditions où ces choses-là avaient lieu. À présent, il dit bien, il faut bien connaître ce que c'est, parce que je vois pas très bien, actuellement je vois pas qui peut se permettre d'être dans ces positions-là, soit une femme ou homme. À part sur le plan d'avoir des moyens financiers pour pouvoir accéder à ça, oui, mais ça c'est ridicule, mais autrement avoir une dimension qui permet de prendre en charge des personnages de manière à pouvoir leur permettre de réaliser leur véritable identité,
Moi, je sais pas, hein, je ne vois pas. Ouais. Donc, c'est normal qu'on puisse rien comprendre à tout ça, si on ne comprend pas ça. C'est ça qui est à comprendre. Pour pouvoir saisir la raison pour laquelle une chose comme ça peut être. Et tu crois qu'un personnage insultant là, des Mille et une nuits, il avait cette dimension-là, c'était pas plutôt le fait de posséder des femmes Ouais, mais ça, c'est une donnée très moderne, très actuelle de penser comme ça. Je ne faut pas prêter à des époques assez reculées les mêmes pensées, les mêmes manières d'agir et disons les mêmes raisons d'agir qu'actuellement où on est dans un fatras total. Oui, c'est sûr. C'est pas possible de remonter la pente, ça veut dire participer à une collectivité traditionnelle avec tout ce que ça comporte, étudier les choses pas simplement en écoutant ou en lisant quelques bouquins, mais en passant déjà par un cadre initiatique et ensuite de ça suivre jusqu'au bout au bout de nos propres capacités. Autrement, c'est inutile. Toute discussion là-dessus ne peut amener qu'à un échec. Oui. Okay. Voilà. Ben, ok, je te remercie. Toujours avec plaisir. Et puis t'enrhumes pas trop. Bah écoute, un petit peu quand même. Mais... Allez, au revoir. Au revoir.